Donc là, nous allons aborder maintenant un dispositif ULIT à destination des personnes, des élèves ayant des troubles des fonctions cognitives, et donc voir comment chercher à accessibiliser la méthodologie de recherche pour donc permettre de donner à entendre ces élèves. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, je le passe en plein écran. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. C'est parfait, super. Donc, du coup, je m'appelle Julia Millet, je suis une maîtresse de conférence à l'université de Caen sur la partie INSPE, sur la formation des enseignants et des enseignants spécialisés. Et donc, mon laboratoire de recherche, c'est le CIRNEF. Et je suis aussi co-directrice du laboratoire international pour l'inclusion scolaire. Donc voilà, donc je travaille auprès des publics dits à besoins éducatifs particuliers. Quelques éléments de contextualisation, pardon, pour commencer. Ce que je souhaite vous proposer aujourd'hui, c'est une réflexion qui n'est pas aboutie. Donc, toutes les idées, toutes les questions sont les bienvenues par la suite. C'est issu de mon travail doctoral, donc j'ai soutenu, c'était en 2020, la veille de la fermeture Covid. Et j'ai travaillé en fait sur les dispositifs Ulysse dans le second degré, particulièrement, mais aussi parce que ce sont les plus nombreux, ceux qui accueillent les publics qui sont estampillés TFC, troubles des fonctions cognitives. Donc, c'est une appellation en fait qui est relativement large parce qu'on va retrouver aussi bien des jeunes en fait qui ont donc un diagnostic trouble autistique, mais aussi des enfants qui sont multi-10, mais aussi déficience intellectuelle, mais aussi troubles du comportement, mais aussi tous ceux où potentiellement on ne sait pas trop où les mettre. C'est anecdotique quand je le dis comme ça, mais pas tant quand on est sur le terrain. Donc je me suis positionnée sur le second degré. Pourquoi le second degré? Parce qu'en fait on arrive à une phase où on va travailler à la fois sur la poursuite scolaire et l'insertion professionnelle. Et ce qui me tenait à cœur, en fait, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait prendre en compte la parole des jeunes pour qu'ils puissent nous donner à voir leur vision du monde. Alors, je fais écho aux travaux notamment de Laurie Monberger parce que j'utilise les récits biographiques, parce que mon idée, c'était qu'ils puissent nous donner à voir leur parcours de vie, leur parcours de formation. Et donc, en fait, c'est un public, en fait, que moi je qualifie, alors, c'est une expression, elle est forcément discutable, un public à la communication entravée. Je vais y revenir tout à l'heure. Autre deuxième élément par rapport à la contextualisation, je fais un petit point. Alors, ce sont deux termes de vocabulaire, position et posture du chercheur, puisque avant de démarrer en fait cette recherche doctorale, j'ai été enseignante spécialisée et enseignante spécialisée en dispositif lycée professionnel. Le premier dispositif lycée en France, en fait, qui a mis en place l'accompagnement des jeunes en fait sur la période des 18-22 ans. En fait, c'était assez expérimental à l'époque, et quand je dis à l'époque, c'était en 2008-9, quelque chose comme ça. Et je suis devenue après formatrice pour les enseignants spécialisés et aujourd'hui chercheuse. Alors pourquoi je le signale, c'est parce qu'en fait, forcément par rapport à l'action de la prise en compte de la parole des jeunes, mon expérience antérieure de professionnelle dans le monde de l'éducation auprès des élèves à besoins particuliers va avoir un impact aujourd'hui sur ma position en tant que chercheur, et ça joue en fait sur ma posture, c'est-à-dire que en termes d'attitude professionnelle, et c'est pas l'idée de me lancer des fleurs, etc. et tout, c'est pas du tout ça, mais en fait, j'ai été amenée finalement à endosser différentes postures, c'est-à-dire celle qui enseigne, celle qui donne des conseils, celle qui accompagne aussi bien les collègues que les jeunes, que les familles, etc. Et tout ça, en fait, finalement, voilà, moi je le vois aujourd'hui dans ma posture de chercheur. En fait, ça s'en ressent peut-être aussi le pourquoi de la question que je me pose aujourd'hui. Donc, mes préoccupations, ce sont celles-ci. Je l'ai mis en 3 points, mais c'est un ensemble, c'est-à-dire que les trois sont imbriqués. C'est-à-dire que moi, ce qui m'importe, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte, quand on est chercheur, de ne pas s'engager en fait dans ce qu'on je vais appeler la voie de la prise en charge de la parole du narrateur. Euh, C'est-à-dire, c'est vraiment cette réflexion sur, je veux pas un recueil de données à tout prix où le jeune, finalement, il sait pas trop ce qu'il a à me dire, ou à la limite, il a appris ce qu'il avait à me dire. Moi, j'aimerais bien qu'on aille plus loin que ça, parce qu'en fait, les expériences que j'avais menées quand j'avais passé mon master, finalement, j'étais déjà partie sur la prise en compte de la parole du jeune,
mais ça s'était fini en entretien directif parce que le jeune ne savait pas quoi faire, ne savait pas quoi me répondre, et j'étais pas du tout satisfaite. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment me questionner sur comment on leur permet de retrouver une place. Ça veut dire que la question qui vient avec, c'est comment est-ce qu'il faut penser l'environnement de la rencontre et de l'entretien biographique pour que puisse se créer la relation et l'échange. Alors, vous voyez, il y a déjà un écho, en fait, par rapport à la posture d'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant doit penser l'environnement d'apprentissage. Moi, en tant que chercheur, en fait, je dois penser l'environnement de la rencontre, en fait. Et particulièrement vis-à-vis de l'entretien biographique, puisque l'entretien biographique, en fait, va demander aux jeunes, en fait, de mettre en mots, de mettre en sens, en fait, tous les éléments de son parcours de vie pour pouvoir, en fait, avoir une vision de tout ce qui s'est passé et potentiellement être en capacité de se projeter. Alors, je le dis là, pour ne pas avoir à le dire plus tard et que ça soit un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est l'idée, en fait, dans ce récit biographique, non pas pour moi, chercheur, d'aller vérifier ce que le jeune va me dire. C'est pas du tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà comment lui voit les choses, comment il les interprète, comment il les comprend et comment il me les rapporte. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur un jugement de valeur. Moi, je prends les choses, en fait, telles qu'elles me sont livrées. Ensuite, l'autre élément, c'est quelles peuvent être les conséquences par rapport à l'engagement du chercheur quand effectivement je pense en fait cette accessibilisation de la relation et de l'espace d'échange. Donc, ça va m'amener, pour moi assez naturellement en fait, à bien préciser ce que ça va être un environnement capacitant. Mais Cécile en a parlé tout à l'heure, capacitant ou affordant. Après, ça dépend effectivement des auteurs. Moi, j'ai choisi cette définition-là. Donc, ça veut dire que quand je vais penser mes temps d'entretien, il me faut que je puisse créer un environnement dit non délétère pour l'individu, avec cette idée que ça puisse le préserver ses capacités d'action. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a une gestion du lieu, du stress, du timing, etc. J'y reviens avec des exemples juste après. Ça veut dire penser aussi à un environnement qui prend en compte les différences interindividuelles. Donc, dans la définition, on vous dit ce sont les caractéristiques anthropométriques, le sexe, l'âge, la culture, et qui compense les déficiences individuelles qui seraient liées au vieillissement, à la maladie, aux incapacités. Donc là, en fait, ça veut dire que dans l'environnement d'entretien que je vais créer, il y a nécessité d'avoir des éléments de connaissance par rapport à des besoins en fait des jeunes. Alors particulièrement comme je suis avec des jeunes qui ont des besoins du point de vue des fonctions cognitives, ce sont des jeunes en fait qui ont parfois des difficultés à mémoriser, des difficultés à mettre en mots, des difficultés en fait à passer du concret à l'abstrait. Enfin voilà. Donc il faut que je puisse avoir des clés en fait pour essayer de répondre à cela. Et puis troisième caractéristique, c'est un environnement dont on nous dit qu'il ne doit pas entraver les capacités, mais rendre les personnes capables de développer des nouvelles connaissances et des nouveaux savoirs. Donc on est bien sur cette idée en fait qu'ils puissent avoir un contrôle sur ce qu'on leur propose. Et donc ça en fait comment ça peut se traduire dans l'environnement que je leur propose? C'est cette idée en fait que on va être sur de la co-construction. Alors là, ça fait écho à la première conférence, hein, c'est-à-dire que on a vraiment ce côté pas participatif juste au sens où je te consulte et puis c'est bon, on construit. J'ai des éléments de construction de mes enjeux théoriques par la suite, mais c'est vraiment en fait un cheminement qui se fait dans son sens premier de marcher à côté en fait. Et aussi de se laisser guider parce que le jeune peut nous apporter, peut nous questionner aussi parfois. Voilà, c'est un cheminement vraiment spécifique. Donc là, l'idée c'est que pendant l'entretien, idéalement être en capacité de proposer en fait ces trois entrées-là. Je reviens maintenant en fait sur des éléments plus spécifiques, sur ce que je vais appeler les entraves à la communication. Alors, je suis pas la seule à utiliser cette expression-là, mais particulièrement sur une situation d'entretien. Donc là, rappel, je suis en collège et en lycée avec des jeunes qui ont des troubles des fonctions cognitives, et on a déjà en fait des aspects émotionnels en fait qui vont arriver par rapport à cette situation d'entretien. Des jeunes qui sont en stress, des jeunes qui sont tout timides parce que c'est leur nature, tout timides parce que c'est la première fois en fait qu'on vient les voir directement. Euh, et, euh, et puis, alors c'est peut-être une des particularités. Les jeunes quand je vais les rencontrer, ce serait plus facile et on pourrait estimer que la relation peut s'engager plus facilement
Si on les tutoie, alors pour ma part, je les vous vois en première instance. Après, s'ils veulent que ça évolue, c'est eux qui choisissent. Mais le fait de vous voyer les jeunes, voilà, ça peut aussi être l'occasion de redonner l'importance en fait à l'entretien qui va se dérouler. Donc, ouais, ces aspects émotionnels en fait sont vraiment importants par rapport à l'entrée en communication. Ensuite, on a des obstacles situationnels, c'est-à-dire que une situation d'entretien, c'est vraiment très particulier. C'est un face-à-face avec un chercheur, c'est un sachant et le chercheur qui sait ce qu'il cherche face à un jeune qui sait pas trop en fait finalement ce qu'on attend de lui. Caractéristique des jeunes que j'ai pu rencontrer pour beaucoup en fait étaient systématiquement accompagnés par un tiers. Alors un tiers d'un point de vue éducatif, familial ou scolaire. Donc des difficultés à se projeter et de parler en jeu. Et ça a son importance. Alors c'est pareil, c'est anecdotique mais pas tant que ça. C'est que en fait les jeunes lors des entretiens au démarrage étaient assez fuyants par rapport à le regard que je portais sur eux, le fait de regarder dans les yeux, de pouvoir discuter, rire, sourire, etc. Mais d'autres observations m'ont amené aussi à prendre en considération que les enseignants, quand moi je vais les voir en classe sur leur période de stage, à partir du moment où il y a un accompagnement, il y a un adulte supplémentaire qui est là pour accompagner un jeune, et bien souvent le regard se fait entre l'enseignant et le professionnel et le tiers qui accompagne, et beaucoup moins en direction du jeune. Donc on a des jeunes en fait qui sont pas forcément habitués à ce qu'on les regarde. Donc ça a aussi son importance. Ensuite, il y a des aspects culturels et sociologiques. Alors, ça mériterait un plus grand développement, mais c'est cette idée en fait que, en fait, dans la culture, dans les expériences des jeunes avec lesquels je suis amenée en fait à faire des recherches, il n'y a pas forcément de connaissances par rapport à leurs droits, de connaissances par rapport en fait à des recherches, à des choses qui se jouent autour d'eux, pour eux et avec eux. Et ça a vraiment son importance aussi de l'avoir en tête quand on pense l'environnement de l'entretien. Et enfin, mais c'est peut-être la plus évidente, les conséquences des troubles ou du handicap, donc des jeunes qui ont des difficultés à formuler, à mémoriser, à raconter ce qui s'est passé les années précédentes ou des choses comme ça. Donc là, effectivement, ça peut avoir un impact sur l'entretien, en fait. Vous avez des jeunes, en fait, qui ne parlent quasiment jamais, mais parce que le fait de devoir formuler une phrase, ça leur demande beaucoup de temps et ils répondent plutôt par mots-clés et des choses comme ça. Donc ça devient une contrainte assez importante dans une phase d'échange en fait telle que moi je l'envisageais sur les entretiens biographiques. Donc dans les questions qui se posent globalement par rapport à ces modalités d'entretien, c'est la question de la distance et de la proximité dans la relation. Je le pose encore autrement, c'est-à-dire que quand je vais être amenée à rencontrer un jeune, il y a vraiment cette idée pour moi d'un point de vue méthodologique d'être relativement flexible. Parce que, en fonction de tous les éléments que je viens de vous énoncer et de la réaction du jeune, parfois, en fait, j'en reste à un entretien directif parce que la relation ne se fait pas ou parce qu'avec le jeune, voilà, on n'arrive pas, en fait, à trouver de moyens d'échanger. Parfois, je peux aller plus sur un entretien semi-directif, donc avec là le guide d'entretien structuré, etc., avec les relances, enfin des choses très 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 classiques, vous les connaissez. Et parfois, je peux aller sur quelque chose qui est beaucoup plus en proximité, au sens où on va toucher des choses qui sont plus intimes, qui sont plus personnelles, où je peux aller jusqu'à un entretien biographique. Vous voyez, pour le dire autrement, même si mon entrée c'est les entretiens biographiques, mais j'y arrive pas toujours en fait, parce que toutes les contraintes énoncées ne le permettent pas forcément. Il y a aussi cette question de distance et de proximité par rapport au lieu de la rencontre. Vous voyez, je change de thématique, c'est-à-dire que il y a des entretiens pour lesquels les jeunes sont plus rassurés si je fais ça dans l'établissement scolaire. On est sur quelque chose de très proche de ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis il y en a d'autres en fait qui ont besoin, pour parler de leur parcours de formation, pour parler du scolaire, d'être à distance. Et il y a des entretiens, par exemple, que j'ai fait à leur domicile. Ça, c'est un choix en fait qui est négocié avec le jeune. Toujours en termes de distance et de proximité, il y a cette distance et cette proximité par rapport à la compréhension de leur propre parcours de vie. C'est-à-dire que moi, quand j'entends parcours de vie, c'est d'aussi loin qu'ils se souviennent d'où ils étaient petits jusqu'à aujourd'hui,
parcours de vie, pour moi, c'est pas uniquement ce qui se passe à l'école, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Mais il y a des jeunes pour lesquels, en fait, finalement, leur parcours de vie se réduit à leur parcours scolaire. Donc, vous voyez, par rapport à l'entretien, je vais pas du tout aborder les mêmes choses, mais ça nécessite d'être sur le qui-vive, en fait, pour essayer d'identifier qu'est-ce qui est le plus rassurant ou ce qui nous est permis, en fait, par le jeune qui est là, en fait, pour réaliser l'entretien. Et puis, il y a la question de la distance et de la proximité, des supports, des outils en fait que moi je peux mettre à disposition pour matérialiser leur pensée. Il y a des jeunes en fait qui n'ont pas du tout besoin de support particulier. Voilà, on lance le sujet et puis ça marche très très bien et qui prennent plutôt mal en fait qu'on vienne avec du matériel pour pouvoir les aider à mettre des mots sur leur parcours de vie. Et puis d'autres en fait qui ont besoin en fait d'avoir des choses en main, des manières de faire pour pouvoir justement mettre des mots sur leur parcours. Donc vous voyez, je l'ai mis même si c'est juste un clin d'œil, en fait, il y a une dose de flexibilité qui est importante en fait pour pouvoir avoir, on va dire, un retour, un récit qui soit au plus proche de la réalité du jeune. Alors, je vais vous proposer 3 exemples que je vais illustrer. D'abord, le premier, donc c'est Nathanaël et le titre en fait, voilà, regroupe en fait l'analyse que j'ai pu faire avec lui de son parcours. C'est Nathanaël ou comment se réapproprier son parcours de vie. Alors, pour quelques éléments de compréhension. Par rapport à l'entretien, lorsque je le rencontre en plusieurs fois, il décide que l'entretien se déroulera chez lui. Très bien. Il décide du jour et de l'heure. Je me rends disponible. J'y vais. Quand j'arrive chez lui, en fait, il a mis son costume. C'est-à-dire qu'il a vraiment, voilà, c'était une vraie rencontre, comme une rencontre professionnelle, comme un entretien d'embauche, par exemple. Il me reçoit en fait chez lui, il a préparé le café. Alors juste pour l'anecdote, je ne supporte pas le café, mais pour le coup, il avait fait ça tellement bien que j'ai pas osé lui dire que non, voilà. Et c'est un jeune en fait dont les professionnels qui l'accompagnent avaient dit que finalement il parlerait pas beaucoup parce qu'il aimait pas du tout donner à voir son parcours de vie. Donc ils étaient plutôt à me dire en fait qu'au bout de 5 minutes j'aurais terminé. Et en fait c'est un entretien qui a duré près de 50 minutes et tout l'entretien, en fait, je l'ai enregistré. Et ce qui était convenu avec le jeune, c'est que j'ai fait la transcription. Une fois que j'ai fait la transcription, je lui rends la transcription et je lui donne aussi un stabilo, pas un stabilo, pardon, un marqueur indélébile noir. Et je lui demande en fait de passer au noir sur la transcription tout ce qu'il ne veut pas que j'utilise en fait moi en fait en tant que chercheur. Donc, vous voyez là, en fait, il y a une perte de données qui s'est opérée. Pour le dire très clairement, j'ai perdu sur la transcription, sur les 5 pages, enfin même plus que ça, j'ai perdu une page entière de données, mais c'était son choix. Donc, je respecte le choix, il y a pas de souci. Et une fois que j'ai eu cette transcription-là, j'ai opéré en fait ce que moi j'appelle une cartographie de son parcours. Donc ça veut dire que j'ai repris les différents éléments par rapport alors lui était parti vraiment sur son parcours scolaire, mais il m'a donné plein d'autres éléments en fait par rapport à sa vie. Donc ça donne un schéma de cet ordre-là avec des éléments personnels en fait qui sont plutôt côté gauche et des éléments insertion formation professionnelle côté droit. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Nathanaël, c'est que une fois que je lui ai rendu cette carte-là qu'on a travaillé ensemble, il m'a dit c'est bon, je suis satisfait, ça c'est mon parcours de vie, c'est parfait. Et donc bah voilà, il est reparti de son côté et moi du mien. Et 10 jours après, en fait, notre rencontre de travail, j'ai un coup de téléphone des coordonnateurs du dispositif Ulysse où il est accompagné, qui me disent mais Julia, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'entretien? Je dis bah je peux pas vous dire, il y a que Nathanaël qui peut le dire. Donc je lui demande bah, pourquoi tu me poses la question. Mais en fait, Nathanaël, sur un temps de réunion, donc l'équipe de suivi de scolarisation, qui permet de faire le point tous les ans sur son parcours de formation et la suite de parcours, a pris pour la première fois la parole en disant, et là ce sont les mots qui m'ont été rapportés, qu'il en avait marre en fait qu'on parle pour lui depuis des années et que pour une fois là, il avait un papier qui montrait en fait tout son parcours de vie et tout ce qu'il avait vécu, qu'il n'avait pas aimé et ce qu'il aimerait bien faire et qu'il allait maintenant prendre le temps de leur expliquer. Et en fait, a priori, il a pris la parole pendant 20 minutes pour pouvoir lire des extraits d'entretien et montrer en fait
quel était son parcours de vie. Donc on voit là une réappropriation de son parcours, un peu comme un effet collatéral de la rencontre avec le chercheur. Un autre exemple, celui de Fleur. Fleur, en fait, c'est la première fois où elle va parler en jeu, mais un jeu majuscule, c'est-à-dire qu'elle est capable d'utiliser le pronom je quand elle parle, mais c'est un jeu moi. Moi, je veux dire que. Et en fait, la première fois que je la vois, elle me dit, je veux bien venir pour faire un entretien, mais en fait, j'ai rien à dire, je crois. Donc là, on négocie les conditions d'entretien, même système. Elle choisit que ce soit un vendredi, mais pas un vendredi où on mange des frites le midi parce qu'elle n'est pas trop dispo après. Très bien. Donc on s'organise avec le calendrier de la cantine, etc. Elle choisit que l'entretien se déroule en fait dans la salle informatique. Très bien, entre 2 heures de cours parce qu'elle peut pas rater les cours. Très bien. Et puis même système que pour Nathanaël, j'envisage avec elle voilà la transcription et elle pourra supprimer ou pas des données. Et pour pouvoir avancer, je lui propose, vous avez une petite vignette avec des post-it, des autocollants, etc., etc. Et en fait, je mets plein de matériel sur la table. Et en fait, quand pendant l'entretien, elle passe son temps à trifouiller en fait tout le matériel. On voit bien qu'elle a envie d'y aller. Donc en fait, à un moment donné, je dis mais vas-y quoi. Et donc elle dit est-ce que je peux le prendre? Et en fait, elle prend tous les feutres, les autocollants, etc. Et faisant ça, elle se rend compte que finalement l'utilisation des post-it, des autocollants, ça lui rappelle quelque chose. Et finalement, tout notre entretien se déclenche à partir en fait de l'utilisation du matériel. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Fleur après la transcription, etc. et tout? Moi, c'est moi qui leur demande de choisir le prénom qu'ils prendront en fait dans l'utilisation des données. Donc, c'est elle qui a choisi Fleur. Et en fait, elle clôt notre séance de travail en disant tu peux mettre Fleur comme prénom pour moi sur ta feuille. Et quand tu parleras de moi, ce que je fais avec vous, comme ça, comme si c'était une autre personne, parce que là, tu sais des choses que je n'ai jamais dites à personne. Et c'est l'entretien, en fait, où on voit qu'il y a une prise de position, mais vraiment très, très franche, entre le moi tel que les autres me voient et moi qui je suis réellement. Et a priori, en fait, c'est l'entretien de recherche qui lui a permis d'externaliser un certain nombre de choses, en fait, dont finalement, ces accompagnants du quotidien, en fait, n'avaient pas forcément connaissance. Dernier exemple, John et son père, ou comment faire face au récit de son parcours sans tiers protecteur. Et en fait, quand je vais être amenée à rencontrer John, j'échange avec l'enseignant coordonnateur du disque qui me dit que pour John, c'est très compliqué de lui parler, enfin, en tout cas de parler à des inconnus, et qu'il était très étonné en fait qu'il accepte. Et puis, donc on organise l'entretien, etc. John choisit que l'entretien se déroule dans l'atelier tapisserie, là où en fait il fait sa formation. Très bien, donc il m'emmène jusque là-bas. L'enseignant coordonnateur est présent, l'accompagnant de John en fait est présent aussi. Et puis en fait, ces deux adultes-là, ils ont du mal à partir. Donc je leur rappelle que dans le cadre de cette recherche, voilà, John était d'accord et il est toujours d'accord en fait pour que ce soit un face-à-face. Donc on a entre guillemets, on n'a pas besoin d'eux quoi. Et le réflexe des deux professionnels, c'est de se dire mais John, non mais en fait, comme t'es stressé, t'as oublié ta balle anti-stress, ça t'en bouge pas, je vais te découper un bout de mousse et puis ça fera l'affaire quoi. Et il lui donne un bout de mousse avant de partir un petit peu à reculons. Et là, je vois John qui me regarde et qui me dit, en fait, c'est l'extrait qu'il y a là, j'en ai pas besoin, je vais bien, faut arrêter de me prendre pour un gosse. Et là, on voit bien que déjà, il y a une prise de position vis-à-vis, en fait, de ces tiers protecteurs, voire surprotecteurs, en fait, qui l'accompagnent au quotidien. Donc, on discute de son parcours. Et puis, en fait, alors il a du mal à formuler les phrases, etc. Ça, c'est pas un souci. Mais ce qu'il arrive à dire, c'est l'extrait que vous avez là, c'est il y a des gens qui jettent un œil dans tes yeux. Il y a des gens qui vous aident. Alors, et puis des fois, sans coup de main, oui, ça marche bien. C'est pas mal du tout. Donc, on retrouve à plusieurs endroits dans l'entretien des éléments qui donnent à penser, en fait, que finalement, le tiers protecteur, alors je vais peut-être pas dire qu'il en avait marre, mais il voyait en fait qu'il pouvait se passer autre chose quand il n'y avait plus cet accompagnement. Et en fait, ça n'avait jamais été dit dans son parcours de scolarisation. Donc, partant du principe qu'il parlait pas, qu'il avait des difficultés à être autonome, et j'en reviens tout à l'heure, effectivement, la définition, faut déjà définir ce qu'on va mettre derrière autonomie. Mais finalement, ça s'était pas reposé, et donc il avait toujours quelqu'un qui était avec lui. Et on voit que lui aurait bien eu envie parfois de s'en détacher. Et en fait, on a eu un petit peu la même chose avec le papa qui vient à la suite de John faire un entretien avec moi
et qui me dit ceci: bah, en fait, le coordinateur, il m'a dit que vous étiez bien et que j'avais des choses à vous dire, mais je sais pas trop si c'est ce que vous attendez. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'on a fait pour mon fils, mais on ne m'a rien demandé, quoi. Est-ce que j'ai le droit de vous dire ça? Et donc là, en fait, on assiste aussi à une libération, en fait, de la parole parce que c'est la thématique, en fait, finalement, de l'entretien qui parle du parcours de vie, qui permet peut-être à un moment donné de faire ressortir les choses. J'ai choisi ces trois exemples-là. Là encore, c'est à l'état de réflexion, parce que pour moi, en fait, ça questionne, et j'en terminerai là, en fait, sur la responsabilité du chercheur. C'est-à-dire que, vous voyez, par rapport à ce que je vous ai proposé, là, l'idée, c'est de prendre en considération la singularité des différentes personnes, en fait, qu'on va être amené à rencontrer, avec cette idée de pouvoir, j'aime pas trop l'expression, qu'ils soient traités comme les autres, mais traités comme les autres, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir de la place pour pouvoir mettre en mots, en fait, leurs idées, leur parcours, etc. Et là, le travail du chercheur, c'est d'accessibiliser, en fait, l'environnement, de l'échange, pardon, pour que les mots puissent s'offrir et puis être l'occasion d'échange. Ça veut dire aussi que c'est un travail assez important pour le chercheur. Et là, ça fait écho à une des présentations précédentes aussi. Finalement, les publics en fait dits vulnérables, mais finalement, sont pas très mobilisés en fait dans nombre de recherches. Et c'est un petit peu dommage parce que quand on a des jeunes qui effectivement ont du mal à communiquer, peut-être qu'ils sont pas une cible privilégiée en fait pour pouvoir penser notamment des entretiens. Ça veut dire aussi que là, dans les exemples que je donnais, la difficulté, c'est d'essayer de garder le cadre de l'entretien, mais en restant flexible, être attentif à la personne. Ça va avoir un impact après sur le traitement des données, mais c'est une autre question, ça mériterait un autre développement. Donc moi, ce qui me permet important à avancer, en fait, c'est que on va être sur une méthodologie en situation, c'est-à-dire vraiment qui s'ajuste au mieux, en fait, finalement, à la qualité de l'échange. Alors quand je dis qualité, c'est pas péjoratif, hein, mais qu'est-ce qui se joue, qui se produit. Et ça interroge encore, et là j'ai pas de réponse, hein, vos questions là encore sont les bienvenues sur cette responsabilité, en fait, sur ce que, alors, on peut appeler ça les dommages collatéraux ou les effets secondaires, c'est-à-dire que là, on voit dans les exemples que je vous ai donnés, il s'est passé quelque chose pendant les entretiens. Si je prends l'exemple de Nathanaël, il va prendre la main et puis il va dire les choses, il va en réunion, mais en fait, je vois bien que c'est très probablement ma venue et l'entretien que j'ai pu mener avec lui qui a provoqué ça. Donc, ça veut dire aussi à un moment donné jusqu'où le chercheur, en fait, va être responsable de ce qui va se passer par la suite. Donc voilà. Donc j'en termine là par rapport à mon propos. Et puis alors surtout si vous avez des pistes de réflexion et des questions, je n'attends que ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour cette communication et sur cette mise en exergue de la nécessité de négociation et de validation, évidemment, par les personnes qui participent à la recherche. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en distance? C'était juste Michael Gauthier, juste une réflexion sur le chercheur. Vous parliez de la responsabilité. Oui. De mon point de vue, le chercheur va montrer ce qui ne se voit pas. C'est ce que vous faites ressortir, ou c'est ce qui ne s'entend pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible qui peut apparaître. Ça fait écho à ce qui se disait lors de la première communication. Donc je pense que là, voilà, il y a cette responsabilité-là. Et puis le deuxième point, à partir du moment où ça peut se voir ou s'entendre, de mon point de vue, c'est force de proposition. Voilà. Il devient acteur à ce moment-là, en termes propositionnels. Ça me semble. Alors je vais réagir si vous me permettez parce que dans l'exemple de Nathanaël justement, quand il est intervenu sur le temps de réunion, en fait, par la suite, il m'a envoyé un message. Alors c'était un courrier écrit parce que j'avais déjà envoyé transcription en version papier, donc il avait mon adresse pour me répondre. Et en fait, dans le courrier qui est revenu dans l'autre sens, c'était juste sous format un peu carte postale. C'était de dire, maintenant, vous pouvez plus me laisser tomber. Et là, en fait, je me suis dit, bah oui, mais là, en fait, alors, je me dis, bon, si j'étais enseignante, coordo du dispositif, ok, je vois bien ce que je pourrais faire. Si je prends ma casquette de formatrice, je vois bien ce que je peux faire vis-à-vis de l'enseignant coordo, pas de souci. Mais en tant que chercheuse, il y a un moment donné, en fait,
j'avais l'impression que l'accompagnement qu'il attendait ne relevait plus en fait de ma position de chercheur en fait. Et là, je me suis dit, bah alors ce courrier-là, je le garde, je dis rien, je garde, je lui réponds, ou je garde et j'en dis quelques mots à l'enseignant coordonnateur. Oui. Et là, en fait, du coup, je me suis posé ces questions-là, j'ai laissé traîner, c'est pas forcément une solution, hein, mais pendant 3 semaines. Mais au final, en fait, ce sont les enseignants coordonnateurs qui ont bien vu qu'il y avait quelque chose et qui sont allés à la, entre guillemets, à la provocation avec le jeune. Et au final, ils ont pris ce message pour eux et puis ils ont géré. Mais j'avoue que là, s'il n'y avait pas eu ça, je sais pas, je suis pas sûre aujourd'hui d'avoir une réponse sur quoi faire. Alors, effectivement, si je peux me permettre d'intervenir là-dessus, Julie Monteil, moi je pratique aussi la recherche biographique avec de jeunes enseignants autistes. Hum. Et par conséquent, avec le récit biographique, il y a souvent des informations très importantes qui sont mises à jour sur la trajectoire du jeune, y Oui. compris des éléments extrêmement douloureux. Donc ma question, c'était est-ce que vous avez déjà été confronté peut-être à des récits, des Oui. récits douloureux? On voit que Fleur, effectivement, exprime le fait qu'il y a des choses qu'elle n'a jamais dites à personne d'autre. Comment est-ce que vous réagissez face à ça? Et puis peut-être également un autre point, le fait que dès lors qu'ils confient leur discours à quelqu'un, eh bien, ils attendent quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'effectivement, on devient un peu le co-porteur de cette charge. Et là, c'est très compliqué d'arriver à voir, et je pense que l'enjeu principal, c'est peut-être dès le début de la recherche d'expliquer quel est son rôle en tant que chercheur et où est-ce que le rôle s'arrête. Alors pour ma part, moi, je considère que mon rôle va au-delà de celui de la simple production de ressources en matière de recherche, hein, puisque très souvent, je continue de suivre les jeunes avec lesquels j'ai mené des entretiens. J'essaye de créer des mises en réseau pour qu'ils puissent s'entraider aussi entre eux. Mais c'est vrai que cette question des suites, des conséquences de la recherche, elle est très importante dès lors que l'on fait de la recherche participative. Hein. On peut très bien anticiper les conditions de cette recherche en amont, mais ensuite, que se passe-t-il après la recherche? Ça, c'est vrai que c'est une question qui reste encore à déterminer. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors déjà, oui, sur des récits où il y a des choses qui ressortent et qui relèvent de la mise en danger, hein, passée ou en cours, oui, forcément ça sort. Mais là, en fait, au moment où ça sort, alors je laisse aller l'entretien jusqu'au bout, mais par contre, quand j'envoie la transcription et que je fais la séance de travail suivante, je signale au jeune que là, j'enlève ma casquette de chercheur et je prends celle de citoyen qui lui dit que là, il y a un problème et que je ne peux pas, en fait, d'un point de vue citoyen et humainement, je ne peux pas laisser passer. Donc, alors, il y en a qui disent non, faut pas le dire et tout. Non, mais là, c'est une mise en danger. Stop, ça s'arrête là. Donc, ça fait un peu comme les informations préoccupantes à l'école ou des choses comme ça. Il y a un moment donné, on est obligé de stopper les choses. Ça veut dire aussi qu'effectivement, ils attendent un retour. Alors, pour les jeunes, en fait, eux, ils ont beaucoup attendu une première publication qui utilisait en fait leurs extraits d'entretien. Et quand elle est sortie, je leur ai envoyé. Et on en a rediscuté, etc. Et ils étaient super fiers. Et en fait, il y en a qui se reconnaissaient pas forcément dans les propos, qui sont allés relire les transcriptions, etc. Donc ça a donné quelque chose assez chouette. Et moi, je me suis attachée en fait. Alors forcément, donner un article scientifique à des jeunes qui ont des troubles des fonctions cognitives, c'est un peu sport quand même. Mais j'ai fait une version en facile à lire et à comprendre. Et du coup, en fait, voilà, le transfert s'est fait. Et puis, pour voilà, juste un dernier élément, je fais aussi des entretiens biographiques avec leurs familles et avec les enseignants. Et en fait, il y a parfois des points de rupture. C'est-à-dire que je vais vous donner deux exemples. Une, c'était l'enseignante coordinatrice, en fait, quand tout pendant l'entretien, en fait, elle s'est écroulée, mais littéralement écroulée parce que en fait, ça mêlait trop de choses de sa vie perso, plus l'accompagnement des jeunes, on était sur la période d'insertion pro, enfin vraiment écroulée. Et en fait, ce qu'elle m'a sorti, c'est mais attendez, avant que vous arriviez, j'ai regardé ce que vous avez écrit, j'ai regardé qui vous étiez. Vous étiez enseignante en UNIS, vous étiez formatrice, donc aidez-moi. Et là, en fait, je dis, bah écoutez, on arrête l'entretien. Et je prends ma casquette, je prends l'autre, mais je vous laisse pas comme ça. Et avec une famille, en fait, alors c'est assez rigolo parce que l'entretien, le point de rendez-vous, alors ça fait pas de quand même, mais c'était sur le parking d'Intermarché parce que la famille déposait son gamin en stage. Bon, bah parking d'Intermarché, il faisait froid, c'était sur un banc, je dis bon, ça va être la galère, mais c'est pas grave. Et en fait, la famille vient me voir en me disant vous êtes bien Madame Lidley? Oui, alors on a regardé, vous avez publié ça, ok. Vous attendez quoi de nous? Alors je leur explique, etc.
OK. Et en fait, on a migré et on est allé jusqu'à l'appartement qui était juste à côté. Mais il y avait besoin, en fait, de ce temps de transition et peut-être de légitimation pour que finalement il y ait des choses qui puissent se dire et qui puissent se faire, en fait. Mais on joue, c'est flexible aussi, en fait. C'est pour ça que j'y tiens à vraiment être clair sur position et posture parce que au final, enfin, je ne pourrais pas dire aujourd'hui je suis que chercheuse, c'est pas possible. Il y a un bagage en fait expérientiel qui est nécessaire et qui me paraît pour le coup fondamental. Alors je veux pas non plus faire peur du coup à des doctorants qui s'engageraient sur des entretiens avec des jeunes qui ont des troubles des fonctions cognitives en disant oh là là, si j'ai pas été enseignant spé, je vais pas y arriver. C'est pas ça. Mais c'est juste que c'est une entrée spécifique, voilà, qui me permet peut-être de voir d'autres choses.